On va reprendre donc le cours sur les caractères morphologiques et notamment tout ce qui est phénomène de croissance, essentiellement croissance primaire. Nous n'aborderons pas le fonctionnement du cambium. Donc, je vous le rappelle, la croissance primaire des tiges est le résultat de deux phénomènes, l'organogenèse, qui est la formation des organes, et l'allongement, qui est l'étirement de ces organes une fois formés. On va distinguer tout d'abord, en fonction des modalités d'allongement de ces organes, une croissance que l'on va appeler continue. Dans ce cas, si vous mesurez l'allongement des tiges en fonction du temps, eh bien, vous allez vous apercevoir que cet allongement est plus ou moins continu, même s'il peut présenter des fluctuations dans certains cas, comme cela a été montré chez les palétuviers. Donc cette croissance continue, c'est une absence d'arrêt de l'allongement. C'est ce que l'on va rencontrer chez diverses espèces de palmiers et chez certaines espèces tropicales, sachant que c'est quelque chose qui est en fait très rare. Le plus souvent, lorsque vous avez une croissance continue, eh bien vous allez avoir une tige sur laquelle les feuilles vont être à peu près de la même taille, avec des entre-nœuds de longueur très comparables. Et donc, vous n'aurez pas de marqueur de la croissance ou d'arrêt de croissance, comme on le verra par la suite. Donc, le plus souvent, dans la croissance continue, l'organogenèse va en fait s'effectuer de façon parallèle et vous allez avoir ici des organes qui sont formés à mesure qu'ils sont allongés. Donc, je vous le rappelle, il y a dans ces cas de croissance continue plusieurs palmiers, les rhizophora, ou bien encore des plantes qui sont potentiellement à croissance continue, mais qui sont modulées par les facteurs du milieu. C'est le cas de diverses cupressacées, par exemple, comme les cyprès. S'ils sont cultivés en conditions continues et stables, eh bien, ils arrivent à avoir un allongement quasiment continu, alors que s'il y a des hivers froids ou des étés secs, eh bien, cet allongement peut être modulé, voire s'annuler quelque temps dans les cas les plus sévères. Dans le cas, par exemple, on va montrer ça dans le cadre du rhizophora, donc des palétuviers, où ça a été montré il y a plusieurs années. Si je le dessine non plus en cumulé, mais en accroissement, on va dire hebdomadaire, eh bien vous allez avoir des allongements qui vont avoir cette allure-là, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais nuls, mais ils sont plus ou moins importants suivant les saisons. Ici, ça correspondrait en gros à une petite saison sèche, par exemple, et le reste du temps à la saison des pluies. Alors l'organogenèse, parfois, d'ailleurs, va pouvoir aboutir à un peu des décalages et des accumulations de pièces qui s'allongeront après par rapport à l'allongement. Donc ça, c'est par exemple le cas de Rhizophora mangel, qui est le grand palétuvier des Caraïbes et d'Amérique. Et cela a été montré par Tomlinson et Gill pour des individus poussant en Floride, donc dans des conditions qui ne sont pas équatoriales, qui sont plutôt tropicales à subtropicales. Donc on va passer maintenant à un autre type de croissance qui est, elle, très différente. C'est ce que l'on appelle la croissance rythmique. Donc je vous rappelle que là, en fait, ce que l'on considère surtout dans ces définitions, c'est l'allongement et très peu l'organogenèse. Croissance rythmique
Alors là, il faut retenir que c'est le grand mode de croissance des végétaux et ne pas croire que c'est lié à des climats où il y a une saisonnalité très marquée. Beaucoup de plantes, même en conditions équatoriales, vont avoir une croissance rythmique dite endogène, c'est-à-dire que malgré des conditions stables et favorables à la croissance, eh bien, l'allongement va pouvoir s'arrêter pendant certaines périodes. C'est le cas notamment chez l'EVA, EVA brasiliensis, donc l'arbre à caoutchouc, où si l'on mesure l'allongement, on va prendre longueur ou hauteur du tronc par exemple, de plusieurs individus, comme cela a été montré par Allais et Martin, donc EVA brasiliensis, je vous rappelle que c'est une euphorbiacée, et qu'il s'agit de l'arbre à caoutchouc. Donc, cette étude résulte d'un travail qui a été fait sur cette espèce par Allais et Martin. Eh bien, si l'on mesure l'allongement, on s'aperçoit que celui-ci s'effectue par vagues, comme ceci. Puis l'allongement s'arrête, puis il reprend, puis il s'arrête, etc. En fait, cette rythmicité correspond à une durée assez définie. En zone équatoriale, cette phase d'allongement, repos compris, c'est-à-dire le début de l'allongement de la tige jusqu'à sa reprise un peu plus tard, dure environ 45 jours en conditions équatoriales. Cela peut être légèrement modifié dans des conditions tropicales ou subtropicales. Ce qui est intéressant ici, c'est que du coup la tige va être formée par une série de portions qui ont été édifiées pendant une période d'allongement continu, et ces portions, eh bien, c'est ce que l'on va appeler les unités de croissance. Donc, les feuilles d'EVA sont trifoliolées, je vais les faire simples pour les schématiser. Et là, très souvent, enfin du moins chez cette espèce, vous allez trouver à la base des cataphiles qui marquent donc une rythmicité structurelle qui se superpose à une rythmicité temporelle. Cette portion de tige ici, entre ces deux marques qui vont représenter des arrêts de croissance, eh bien, correspond à ce que Allais et Martin ont appelé une unité de croissance. Que j'abrégerai parfois en UC le long de ce cours. Donc, d'ores et déjà, vous voyez que par rapport à la croissance continue, eh bien, on a un phénomène qui est nouveau, c'est la répétition d'une entité biologique de niveau plus englobant que le métamère, c'est-à-dire que non seulement on répète des métamères, mais on va répéter aussi le niveau de l'unité de croissance lorsque l'on a cette croissance rythmique qui, je le rappelle, encore une fois, est le mode de croissance principal des végétaux, même si ces végétaux sont équatoriaux. Alors, tout cela va entraîner la présence de marqueurs de la croissance rythmique. Ces marqueurs, on les illustrera tout à l'heure, mais ils peuvent être morphologiques ou macroanatomiques. Il va très souvent s'agir de la présence de cataphiles à la base des unités de croissance. Pourquoi des cataphiles? Parce qu'en fait, ce sont les structures qui protègent le bourgeon pendant la période défavorable, l'hiver des zones tempérées ou l'été des zones tropicales sèches, par exemple. Et donc, ces cataphiles vont rester à la base de l'unité de croissance et vont marquer ces entités successives. Pourquoi c'est important? Parce que lorsque ces organes chutent, eh bien, ils vont laisser des cicatrices sur la tige qui pourront être repérées parfois des dizaines d'années par la suite, ce qui vous permet, lorsque vous repassez devant un arbre, de reconstituer son histoire et de voir ce qu'il a formé quelques années avant.
Donc, d'autres marqueurs peuvent être la structure de la moelle, par exemple, ou encore des rétrécissements. On verra tout ça sur des diapositives tout à l'heure. Donc, toujours dans la croissance rythmique, on va pouvoir avoir plusieurs cas. Chez l'EVA, par exemple, vous allez avoir une répétition tous les 45 jours d'une nouvelle unité de croissance, plus ou moins identique à la précédente. Ce qui fait que la tige a une structure articulée et va se présenter comme une succession d'unités de croissance sans qu'on puisse les différencier. Chez diverses autres espèces, par contre, eh bien, on va observer des structures différentes. Par exemple, chez les noyers, chez les chênes, parfois chez le hêtre, on va avoir une première vague de croissance qui va pouvoir avoir lieu en mai, une autre en mai ou en avril, cela dépend aussi des espèces. On en aura une autre qui aura lieu en juin, et puis éventuellement, chez diverses espèces, par exemple en ce moment, si vous allez dans la garrigue, vous verrez que certains chênes verts émettent des feuilles nouvelles. Donc en octobre, vous allez avoir une nouvelle vague de croissance. Et vous voyez donc qu'il y a une non-homogénéité dans l'année de ces vagues de croissance. Par ailleurs, suivant les individus, on pourra n'avoir qu'une croissance en mai, qu'une croissance en juin, ou bien seulement les vagues de mai et de juin, etc. Cela veut dire que l'on peut avoir plusieurs unités de croissance dans une même année. Et c'est ce que l'on va appeler le monocyclisme ou le polycyclisme. Donc, on va parler d'un axe ou d'une espèce monocyclique quand elle ne va effectuer qu'une seule unité de croissance par an, et d'espèces ou d'axes polycycliques lorsque vont se former plusieurs unités de croissance par an, ce qui est le cas de beaucoup d'espèces tropicales, on le voit chez les VA, mais aussi de beaucoup d'espèces tempérées, comme le chêne qui effectue souvent plusieurs cycles par an, ou bien l'orme dont on a parlé tout à l'heure, ou bien des individus ou des axes vigoureux de noyer, etc. Alors, dans une plante comme l'EVA, ce polycyclisme n'entraîne pas d'autres hétérogénéités. Chez beaucoup d'espèces polycycliques, eh bien, on va observer l'apparition d'un autre niveau d'organisation qui est le niveau de la pousse annuelle, c'est-à-dire que cette pousse annuelle correspondra à l'ensemble des unités de croissance formées au cours d'une année et qui vont pouvoir avoir des dynamiques particulières et qui pourront aussi avoir des caractères morphologiques particuliers. C'est ce que l'on va voir chez un pin, chez la plupart des pins par exemple. On prendra seulement l'exemple du pin maritime. Donc je mets Pinus sp notamment Pinus pinaster qui est le pin maritime. Lorsque vous avez une pousse bicyclique, je vais abréger pousse annuelle par PA, eh bien vous aurez la première année en général une première unité de croissance longue qui est celle qui va porter les cônes femelles, qui pourra aussi porter quelques rameaux l'année suivante ou la même année, et une autre unité de croissance qui, elle,
est stérile, c'est-à-dire qu'il ne porte pas de cône femelle. Et si l'on reprend cette structure l'année d'après, on va également avoir une particularité. Les cônes femelles seront toujours là. Ils auront bien sûr un an de plus, auront une certaine phase de maturité. Nous aurons cette structure qui a été édifiée. Et puis, de quoi on va s'apercevoir? Eh bien, que les branches les plus grosses, qui seront mono ou polycycliques par ailleurs, eh bien, vont se retrouver essentiellement sur la deuxième unité de croissance, ce qui génère une acrotonie, on verra le terme tout à l'heure, très particulière, et qui montre que la pousse annuelle constitue également une entité particulière, différente de l'unité de croissance, c'est-à-dire que la somme de deux unités de croissance dans la même année n'aboutit pas toujours à cette simple somme, mais peut aboutir à une structure particulière. Chez les chênes, par exemple, les glands sont aussi toujours sur la première unité de croissance et n'apparaissent pas par la suite. Les feuilles peuvent être différentes sur la première unité de croissance que les suivantes, etc., etc. Donc, on illustrera tout ça tout à l'heure par quelques autres exemples. Je n'insiste pas sur les notions d'organogenèse que l'on reprendra par des illustrations tout à l'heure. Et on va terminer avec une notion qui est importante chez les végétaux et qui est liée à la croissance et au rapport organogenèse-allongement. Ce sont les notions de préformation et néoformation. Qui vont être relatives au moment auquel vont se former les ébauches foliaires et les ébauches de tiges par rapport au moment de leur allongement. Donc je m'explique. Si je vais trop vite quand j'efface, vous poussez des hurlements et je m'arrête dessus. Dans certains cas, eh bien, vous allez avoir au niveau du bourgeon l'ensemble des pièces qui vont s'allonger lors de la phase d'allongement suivante, qui sont déjà formées à l'état d'ébauche. Lorsque le printemps arrive, ou bien lorsque les conditions de l'allongement arrivent, vous allez observer qu'il n'y a qu'un allongement de ces structures déjà formées. Et le fait qu'elles existent déjà à l'état d'ébauche dans le bourgeon fait que l'on parle de pièces ou d'unités de croissance ou d'organes entièrement préformés. Donc on va mettre portion de tige pour être plus vague volontairement. Dans d'autres cas, eh bien, on va avoir la même chose. C'est-à-dire que lors du débourrement, la plante va allonger uniquement des pièces qui étaient incluses dans le bourgeon à l'état d'ébauche. Mais après un moment, légèrement, en général, il y a une certaine baisse de la vitesse d'allongement, eh bien, on va trouver sur cet axe d'autres pièces qui n'étaient pas incluses dans le bourgeon. Alors, comment on voit ça? Eh bien, ce que l'on peut faire, c'est prendre 50 plantes homogènes, ou du moins on va en prendre 100. Sur les 50 premières, on regarde ce qu'il y a dans le bourgeon, on compte le nombre d'ébauches, ce qui va donner une certaine distribution. Et ensuite, sur les plantes allongées, on regarde le nombre d'organes qui a été allongé. Et si on trouve la même distribution que là, c'est que tout était préformé. Si on trouve une distribution notablement différente, avec plus d'organes dans cette partie-là, eh bien, on dira que la plante est formée l'axe, ou la portion de tige est constituée d'une partie
préformée plus une partie néoformée. Alors cela est important parce qu'en général, ces diverses parties n'ont pas les mêmes caractéristiques. Par exemple, les feuilles peuvent être différentes entre la partie préformée et la partie néoformée, ou bien encore, chez certaines espèces, la floraison n'apparaîtra que dans l'une des deux parties, ou bien encore, chez la vigne, seuls les entrenœuds de la partie préformée seront aptes au bouturage, alors que les autres le seront beaucoup moins. Donc c'est important aussi, puisque vous voyez que dans le cas des parties préformées, eh bien, la partie qui s'allonge dépend de l'année N+1 ou du moment N+1 pour les conditions extérieures, tandis que les organes préformés se sont formés dans une période antérieure à celle des organes néoformés. Par exemple, chez une plante monocyclique qui pousse, qui va s'arrêter tout l'hiver, eh bien, vous allez avoir des organes qui sont inclus dans le bourgeon, qui se sont formés au printemps ou à l'été de l'année N, tandis que cette partie-là se sera allongée au printemps de l'année N+1, alors que dans la partie néoformée, l'organogenèse et l'allongement ont lieu pratiquement en même temps et donc dans les mêmes conditions. Enfin, troisième cas, eh bien, lorsqu'on dissèque les bourgeons, on ne trouve rien à l'intérieur, ou rien, disons, le dôme, presque exclusivement le dôme, parce que ce serait impossible de ne rien avoir. Et lorsque la plante s'allonge, eh bien, elle va former des organes à mesure qu'elle les allonge. Dans ces cas-là, on parle d'une portion de tige entièrement néoformée. Ce qui est un cas très rare, bien évidemment, qui a été observé correctement chez une Araliacée américaine il y a quelques années, mais on va retrouver ce comportement le plus souvent lorsque l'on a, par exemple, des rejets de souches, lorsque l'on coupe un arbre, ou bien où les bourgeons vont se former et allonger les organes en même temps qu'ils vont les développer. Donc, on va illustrer ces divers paramètres, donc. Et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser. Tout d'abord, avec un mode de croissance dont je ne vous ai pas parlé, parce qu'il est relativement simple, c'est la croissance définie ou indéfinie. Dans la croissance définie, eh bien, on va avoir un méristème apical qui, à partir d'un certain moment, va se transformer en une structure incapable d'allongement ultérieur. C'est le cas, par exemple, des transformations en fleurs terminales. Ici, chez une calcéolaire, on aurait la même chose sur un axe de tulipe, par exemple. L'axe se transforme en fleur et ne peut plus donc s'allonger en une structure végétative. Dans d'autres cas, eh bien, cet axe va être terminé par une inflorescence dite terminale, ou encore par une épine, c'est le cas chez l'arganier par exemple, Argania spinosa d'Afrique du Nord, où l'axe, une fois qu'il a fonctionné pendant un certain temps, eh bien, va se transformer en une épine qui ne pourra plus croître évidemment. Dans certains cas, cet axe va se transformer en une vrille. C'est le cas chez les Landolphia africains, par exemple, ou encore chez ce guagna qui est illustré ici. Ce serait également le cas des vitacées, et notamment la vigne Vitis vinifera, qui se construit par des modules successifs dont le méristème terminal se transforme en vrille. Autre cas très fréquent chez de très nombreuses espèces, ce sont les abscissions du méristème terminal. Ici, chez un platane, par exemple, à chaque fin d'unité de croissance, la plante termine son allongement et quelque temps après, le méristème terminal, parfois avec le ou les deux derniers entrenœuds, va se nécroser, mourir et tomber. Vous avez donc ici sa cicatrice, et ce que vous voyez là, ce n'est pas le bourgeon terminal, mais il s'agit en fait d'un bourgeon latéral qui est axillé par la feuille que vous voyez là,
qui est tombé. Chez le platane, c'est très particulier puisque le pétiole forme une sorte de capuchon qui se met sur le bourgeon, d'où la cicatrice annulaire que vous avez là. Et ce que vous avez ici, eh bien en fait, c'est un bourgeon latéral, mais qui va se mettre dans le prolongement de la tige initiale. Donc vous ne le verrez pas, sauf si vous regardez cette cicatrice et si vous regardez les préfeuilles, parce que vous aurez à la base de cet axe les préfeuilles alpha et bêta, qui seront donc dans cette position et qui vous indiqueront qu'il y a eu une mort d'apex. Alors ces morts d'apex, ces abscissions sont excessivement fréquentes, on le reverra tout à l'heure. Chez le platane, par exemple, elles sont systématiques à la fin de l'allongement d'une pousse. C'est le cas aussi chez le châtaignier, par exemple. Et ensuite, elles vont pouvoir être très fréquentes. Chez un chêne, par exemple, ces morts d'apex sont très fréquentes et ont des probabilités d'occurrence. Autre phénomène très particulier que l'on ne connaît que chez des plantes tropicales, et notamment dans certaines familles comme les Apocinacées ou les Solanacées, c'est-à-dire la famille des pommes de terre pour la deuxième, le méristème, après avoir donné des feuilles, des rameaux, etc., va se constituer par des cellules grandes, très vacuolisées, et qui sont incapables de se reproduire. On dit que ce méristème se parenchymatise, et on parle donc de phénomène de parenchymatisation qui affecte ces méristèmes. C'est très notable sur des plantes comme les cordias, par exemple, pour ceux qui connaissent, et c'est une structure tout à fait particulière. Le cacaoyer, par exemple, qui est une plante donc très importante économiquement, eh bien, va présenter ce phénomène sur les troncs, d'où son modèle de croissance particulier. Un cacaoyer qui pousse, ça ressemble à peu près à ça, il va émettre un étage de branches, et ensuite le méristème apical va se parenchymatiser, et la croissance ne sera assurée que par un relais issu d'un bourgeon latéral qui va naître sous cet étage, qui va le transpercer et qui va donner cette structure en étage caractéristique donc du cacaoyer, Theobroma cacao. Alors, à côté de ces cas de croissance définis, qui sont au final assez nombreux, on va avoir beaucoup d'espèces qui ont une croissance indéfinie. C'est le cas de l'axe unique de certains palmiers, comme le cocotier par exemple, Cocos nucifera, où la croissance est dite indéfinie. Bien entendu, un jour elle s'arrête puisque l'arbre meurt. On va donc envisager cette notion de façon relative, c'est-à-dire qu'on parlera de croissance indéfinie lorsqu'elle se prolonge pendant de très nombreuses années et pendant la durée de vie de l'axe ou de la plante dans ce cas qui se confond avec l'axe. La croissance indéfinie, c'est ce que l'on va trouver chez de nombreux gymnospermes, comme ici un araucaria, mais ce serait la même chose chez les pins ou les sapins, où tous les axes sont édifiés par un seul et même méristème qui va fonctionner pendant toute la durée de la vie des plantes ou des axes. Donc, autre type de croissance, ce sont les types de croissance en fonction des modalités d'expression de l'allongement. Et comme nous venons de le voir, la croissance continue, où la longueur ne cesse de s'accroître au cours du temps. Cette croissance continue est rare, je vous le rappelle, elle se retrouve chez quelques plantes seulement, comme la plupart des palmiers, ici encore un cocotier, ou bien chez des plantes de mangrove comme les Rhizophora ou les Avicennia, qui ont une croissance continue, même si elle peut être modulée par les conditions extérieures. Alors dans le cas d'un palmier, par exemple, eh bien, vous voyez que si l'on dissèque le houppier depuis les feuilles les plus anciennes que vous avez ici jusqu'aux feuilles les plus récentes en arrivant jusqu'au méristème, eh bien, on va trouver à tout moment de l'année des feuilles dans tous les stades de développement. Ce qui veut dire que non seulement il y a une croissance continue, mais il y a aussi une organogenèse continue qui précède ou qui accompagne l'allongement. Le plus souvent, lorsque l'on a une croissance continue, eh bien, on va avoir un axe qui n'est pas hétérogène, qui est formé uniquement par la répétition de métamères ayant à peu près les mêmes caractéristiques, comme vous le voyez ici chez cette Annonacée. A l'inverse, chez certaines plantes, comme ici Hevea brasiliensis en conditions équatoriales, eh bien, on va avoir un méristème qui subit une phase de repos et qui, un jour donné, va commencer à s'allonger. Vous voyez ici l'ancienne portion de tige avec les feuilles trifoliolées de l'Hevea
et vous voyez cette portion de tige qui commence à s'allonger. Lorsque ce phénomène a lieu, il va en fait très vite. Vous observez ici cette nouvelle portion de tige qui se met en place. Vous observez dessus les cataphiles qui caractérisent la base de cette structure. Et en quelques jours, eh bien, cette portion de tige a atteint sa taille définitive, on va dire. Et vous observez les jeunes feuilles ici qui, comme chez beaucoup de plantes tropicales, au début de leur vie, sont molles et pendantes. Dans les quelques jours qui suivent, eh bien, ces feuilles voient leur limbe grossir, voient leur limbe devenir plus dur, il devient vert aussi, il perd sa coloration rouge, et on arrive exactement au même stade que le précédent, c'est-à-dire un méristème et un bourgeon en phase de repos. Tout cela aura duré environ 45 jours, et la plante va ainsi se construire en accumulant des portions de tiges dont chacune est édifiée au cours d'un cycle d'environ, je vous l'ai dit, 45 jours. Ces cycles se succèdent, la plante se construit et on va observer que la plante est constituée par la répétition d'entités très semblables qui sont toutes formées pendant une même durée, P ici, et c'est ce que l'on va appeler des unités de croissance. Alors ça c'est très important parce que en fin de cours, on verra que l'on peut définir le développement d'une plante par simplement 4 ou 5 notions, toutes les mêmes pour toutes les plantes. Une de ces notions est la notion de répétition. Vous avez vu que l'on répète des entrenœuds ou du moins des métamères par la croissance continue. Par la croissance rythmique, on voit apparaître une nouvelle entité botanique que l'on appelle l'unité de croissance. Et la plante d'EVA va se construire par la répétition de ces unités de croissance. Alors, suivant les modalités de l'allongement au cours du temps, on va appeler allongement typique ou croissance rythmique typique une plante qui se construit par des vagues assez homogènes de croissance, comme on l'a vu chez les VA. Et puis, on va parler de croissance atypique, bien que ces termes typiques ou atypiques n'aient guère mes faveurs, parce qu'en général, ils veulent simplement dire qu'on ne connaît pas bien les phénomènes. Quand vous avez les termes pseudo ou atypiques, ça veut souvent dire qu'on n'y comprend pas grand-chose. Donc, ils sont là pour indiquer, néanmoins, que l'allongement va être rythmique. Vous voyez des phases de repos, d'arrêt, d'allongement ici, mais c'est assez chaotique, ça n'a pas la régularité de ce que l'on observe dans les types de croissance typiques. Alors, la croissance rythmique va se manifester par divers phénomènes. Vous avez des alternances de phases de repos et des phases d'allongement. Ceci se traduit en général par l'apparition de bouquets de feuilles à un endroit où il n'y en avait pas. C'est le cas ici chez ce cycas, par exemple, où vous observez une nouvelle couronne de feuilles qui est en train de se mettre en place et de s'allonger. C'est très spectaculaire. Autre phénomène particulier que l'on rencontre beaucoup chez les plantes tropicales, c'est la coloration des jeunes feuilles qui peuvent être molles et pendantes comme on l'a vu chez les VA tout à l'heure. Ici, il s'agit d'un pseudo Winteria de Nouvelle-Zélande. Vous observez que les feuilles nouvellement émises sont très colorées en rouge. Pour ceux qui ont déjà survolé la forêt amazonienne, par exemple, vous voyez parfois des arbres qui sont entièrement colorés et que l'on prend pour des arbres en fleurs. Il peut s'agir simplement d'arbres qui sont en train de mettre en place de jeunes feuilles, le plus souvent rouges, parfois un peu jaunes ou parfois mauves. C'est un critère très important sous les tropiques. Lorsque l'on a une croissance rythmique, eh bien, le plus souvent, la rythmicité de l'allongement se traduit par une rythmicité structurale et une alternance, par exemple, de zones de cataphiles, de petites feuilles, de grandes feuilles. Là, a priori, eh bien, on va distinguer des unités de croissance successives. C'est toujours le cas, mais n'oubliez pas qu'il y a toujours des exceptions en biologie. Donc, on va voir plusieurs expressions. Ici, chez un protéan, vous voyez ce phénomène exacerbé, c'est-à-dire de très très nombreuses cataphiles, plus ou moins coriaces ou plus ou moins membraneuses suivant la hauteur, qui sont à la base de l'unité de croissance, et ensuite les feuilles assimilatrices qui sont développées. Lorsque ces feuilles tombent, eh bien, on peut toujours retrouver les cicatrices de ces feuilles. Ici, chez un cycas, par exemple, une autre espèce que celle qu'on vient de voir, vous observez la zone des cataphiles
et ici, chacun est la cicatrice d'une feuille. Donc, vous savez que tout ça, ce sont des unités de croissance successives. Ça vous permet de retracer l'histoire de l'arbre. Si vous connaissez la rythmicité, si c'est une rythmicité annuelle, par exemple, et qu'une unité de croissance correspond à une année, ça vous permet de dater l'âge des arbres. D'autres paramètres plus subtils, ce sont par exemple la structure de la moelle. La moelle est une partie qui se situe en dessous du méristème apical et probablement la seule partie, le seul tissu primaire qui persiste chez les arbres, même lorsque ceux-ci ont plusieurs milliers d'années. Chez un noyer, par exemple, vous voyez ici les cicatrices des feuilles, puis des feuilles plus petites, et là on voit assez mal parce qu'il y a trop de lumière, mais on verrait des cicatrices de cataphiles, puis de nouvelles feuilles, etc. Donc on sait qu'ici il y a un arrêt de croissance. Si on fait une coupe longitudinale, on s'aperçoit que cette moelle a une structure très différente. La moelle des noyers, donc du genre juglans, est très particulière puisqu'elle est dite scalariforme, c'est-à-dire qu'elle forme comme les barreaux d'une échelle. Eh bien, vous le voyez, c'est le cas pour toutes les portions de tige, sauf pour les arrêts de croissance où cette moelle est pleine. Donc, en coupant longitudinalement, même dans un tronc parfois de 50 cm de diamètre ou plus, si vous passez par la moelle, vous retrouverez toujours ces unités de croissance et vous pouvez très bien retrouver à la base d'un arbre de 100 ans un arrêt de croissance qui s'est produit 99 ans ou 98 ans en arrière. Ce sont donc des critères très utiles. Parfois, ce n'est pas aussi net. Par exemple, chez le chêne, Quercus petrea, le chêne sessile, vous avez la moelle ici qui est plutôt beige ou crème, là aussi, et on observe au niveau des arrêts de croissance un très léger rétrécissement de la moelle et surtout une couleur qui est différente. Donc vous voyez des critères qui sont très utiles pour retracer l'histoire de la plante. Chez d'autres, eh bien, ces critères sont plus difficiles à mettre en évidence. Ici, chez une plante marine, Posidonia oceanica par exemple, vous observez qu'on a des zones de ramification et d'autres qui n'en ont pas. Et en fait, pour identifier ces rythmes, eh bien, il faut regarder la base des écailles du rhizome et on s'aperçoit qu'il y a une rythmicité. Non seulement ces feuilles sont plus grandes et ensuite plus petites, mais au toucher, bien sûr cela a été validé par des coupes anatomiques, eh bien on observe que suivant les saisons, ces bases foliaires sont plus ou moins épaisses ou plus ou moins fines et ça permet ainsi de dater la croissance de ces plantes. Ça résulte par exemple d'une étude où on essayait d'étudier les Posidonies pour modéliser leur développement, pour reconstituer les herbiers de Posidonie avec un laboratoire de l'Université de Nice, dont vous savez qu'elles sont menacées par tous les problèmes d'encre de bateau, etc., alors que ce sont les zones les plus riches pour la nidification et la reproduction des poissons. Autre exemple, Azara microphylla, une espèce de Patagonie, où vous n'avez pas vraiment de marqueur de l'arrêt de croissance, si ce n'est des feuilles un petit peu plus petites au niveau de la base de l'unité de croissance, et puis si vous passez au printemps ou en été, une coloration des feuilles pendant quelques semaines qui sont plus luisantes et plus claires que dans les parties âgées, mais vous le voyez, si vous passez quelques temps après, c'est plus difficile à mettre en évidence. Les modalités de l'allongement et de la croissance sont en général fixes pour une espèce, mais peuvent varier au sein de l'architecture de la plante ou en fonction du temps. Chez l'épicéa, par exemple, vous allez observer que la première année, la croissance est pratiquement continue pendant toute l'année. Elle dure assez longtemps, toute la période de végétation, et les feuilles émises le long de la tige ne présentent pas de différence. Dès la deuxième année, eh bien, on observe qu'il y a un ralentissement, donc là, par rapport à la question de tout à l'heure, on peut encore parler de croissance continue, il n'y a pas d'arrêt, il y a simplement un ralentissement, mais vous observez que ce ralentissement se traduit au niveau de la tige par une zone de feuilles un peu différente et la mise en place de feuilles de structures différentes après le ralentissement. Ceci s'accentue la troisième année, où vous avez un véritable arrêt, même s'il est court, et où les marqueurs morphologiques sont plus marqués qu'auparavant. Et cela est encore plus net à partir de la quatrième année, où vous avez un véritable polycyclisme qui s'installe, avec des différences notables
entre les feuilles de la première unité de croissance et celle de la deuxième, une limite entre les deux unités de croissance très marquée, et enfin, au final, cette plante finira par être essentiellement monocyclique par la suite. Le monocyclisme, je vous l'ai dit, eh bien, c'est la façon que certaines plantes ont de pousser en n'émettant qu'une unité de croissance par an. Vous avez donc chaque année une unité de croissance qui se met en place. Dans le polycyclisme, eh bien, vous allez avoir un nombre fixe ou variable, mais supérieur à 1, d'unités de croissance qui vont se mettre en place. Et vous avez par exemple ici, sur cet exemple, une pousse annuelle à 2 unités de croissance, et la suivante, constituée de l'UC1, UC2 et UC3, on parlera de pousse annuelle tricyclique. Donc, l'expression du polycyclisme dans le temps, on l'a vu, l'allongement peut s'effectuer par une succession de cycles quasiment tous identiques les uns des autres. Dans ce cas-là, eh bien, il n'y a pas de différenciation morphologique entre les unités de croissance successives, et parler d'espèces polycycliques n'apporte pas grand-chose en termes structurels. Dans d'autres cas, par contre, on a montré que l'allongement pouvait se faire de manière différenciée. Ici, chez un callistémone, vous avez chaque année 4 unités de croissance, mais vous voyez que le temps de repos entre 2 unités de croissance augmente entre le début et la fin de l'année de croissance. Autre exemple qui a été mis en évidence dans la thèse de Comte, chez un Rhyania, eh bien vous voyez qu'au cours d'une année, il s'agit d'une plante équatoriale de Guyane française, vous allez avoir 2 vagues de croissance rapprochées, puis une période ici assez longue de repos, et ensuite 2 autres vagues de croissance. Ce polycyclisme se traduit au niveau de l'allongement, mais va aussi se traduire au niveau, bien entendu, de la structure. Ici, par exemple, chez un pin maritime, ou bien chez un chêne vert, 2 pousses annuelles bicycliques, sur lesquelles vous voyez que seule la première pousse de l'année porte des structures reproductrices, qui sont des cônes femelles chez les pins et qui sont des glands chez le chêne. Par la suite, vous avez une autre unité de croissance qui se met en place dans l'année, la plante peut ou non se ramifier, et vous voyez que les feuilles, ici, surtout dans le cas du chêne vert, peuvent être très différentes d'une unité de croissance à la suivante. Donc vous voyez que là encore apparaît un niveau plus complexe d'organisation que l'on va appeler le niveau de la pousse annuelle. L'illustration ici avec un pin maritime, la pousse de l'année, qui s'arrête ici. Là, on est déjà dans le début de l'année suivante. Cette photo a été prise au début du printemps. Vous avez la première pousse annuelle avec ses cônes femelles, qui a pu se ramifier ou non, et des aiguilles, vous voyez, qui sont assez différentes d'une unité de croissance à la suivante pour une même année. Très souvent, vous allez avoir une différenciation entre les unités de croissance d'une même année. Ici, chez un pin radiata, par exemple, une pousse bicyclique végétative qui n'a pas produit de cône femelle, car les phénomènes s'inverseraient sur des pousses ayant produit des cônes. Pousse bicyclique avec une première unité de croissance beaucoup plus longue que la suivante, et des branches qui, vous le voyez, sont beaucoup plus fines sur la première unité de croissance que sur la deuxième, qui va porter l'essentiel des branches les plus vigoureuses de la plante, ce qui a des conséquences, bien sûr, en termes de nœuds dans le bois, pour la qualité du bois chez ces plantes. Alors, juste pour mémoire, eh bien, pour vous montrer que très souvent, on parle d'espèces polycycliques ou de plantes polycycliques, mais les choses sont souvent plus complexes que ça, et l'expression de la croissance, comme plus tard nous le verrons, l'expression de la ramification, peut être modulée par l'état de développement d'une plante et par l'endroit considéré dans la plante. Ici, chez un noyer commun, par exemple, toute une gamme de pousses végétatives sur des jeunes arbres que vous allez pouvoir rencontrer. Les doubles traits indiquent les arrêts hivernaux, les simples traits indiquent des arrêts de croissance intra-annuels, et le signe ici en S indique un simple ralentissement de croissance. Et bien voilà tous les types de pousses que vous pourrez trouver chez un noyer, depuis celle qui n'a qu'une unité de croissance très courte
à celle qui a une unité de croissance très longue, qui s'arrête seulement à l'automne, et qu'on ne rencontre en gros que sur des rejets de souche, et puis des pousses bicycliques, ou avec un simple ralentissement, ou bien tricycliques, ou avec uniquement des ralentissements, etc. Alors comment on identifie ça a posteriori sur le terrain? Là encore avec des marqueurs morphologiques très précis. Ici un bourgeon hivernal, des bourgeons latéraux et un bourgeon terminal qui va présenter une ou deux feuilles qui vont en fait avorter et qui vont former un équivalent d'écaille chez ce Juglans regia. Lorsque ces feuilles s'écartent au printemps, eh bien vous allez retrouver ces feuilles un peu écailleuses, les jeunes feuilles et ensuite les feuilles adultes normales qui se développent. Lorsque ces organes tombent, eh bien vous allez trouver en hiver ou l'année d'après ou les années suivantes les cicatrices de feuilles, par exemple ici, ces cicatrices très larges, et ici des cicatrices de cataphiles qui correspondent en fait à ces organes ici. Ici, nous sommes dans un bourgeon hivernal. Lorsque la plante développe une pousse bicyclique, eh bien on va s'apercevoir que le bourgeon qui se forme au cours de l'année a une structure très différente. Ici, par exemple, un bourgeon qui s'est développé au printemps, en fin de printemps, mais qui a été initié en début de printemps. Vous voyez que les cataphiles existent aussi, mais elles sont membraneuses, effilées et vertes, et très différentes des cataphiles coriaces de l'hiver. Les cicatrices, évidemment, sont aussi différentes, donc on va pouvoir, par leur analyse, montrer, retracer un peu cette dynamique de croissance. Ici, un autre exemple, où vous avez uniquement une très légère réduction des entrenœuds et puis une feuille avortée. On serait dans ce cas-là à peu près, c'est-à-dire simplement avec une réduction de la vitesse d'allongement. Encore une fois, cet allongement, on ne peut le caractériser que par des suivis hebdomadaires ou bi-hebdomadaires pendant la période de croissance. Et ce n'est que parce qu'on a étudié cet allongement en détail que l'on sait la signification des marqueurs que je vous montre ici. Enfin, des cas particuliers sur, ici un greffon sur un porte-greffe très vigoureux, où vous allez avoir une croissance qui dure du printemps jusqu'à l'automne pratiquement. C'est un type de pousse que l'on peut observer, que l'on observe presque exclusivement sur des rejets de souche ou sur des greffons portés par des porte-greffes vigoureux. Lorsque le noyer fleurit, lorsqu'il est adulte, eh bien, il a la particularité de développer des fleurs et des fruits de façon terminale, et il va former un petit relais qui peut être immédiat, c'est-à-dire se développer en même temps que la fleur, et qui va pouvoir lui aussi se remettre à pousser de façon diverse. Et bien, dans ces cas-là, on va retrouver les mêmes marqueurs. Ici, une pousse monocyclique qui a développé des noix et qui ne va plus pousser. Ici, en hiver, vous retrouvez les cicatrices d'écailles, les jeunes feuilles, les feuilles tombées, et ensuite là, la cicatrice de l'inflorescence terminale. On est donc sur une pousse polycyclique. Lorsque les arbres sont vieux, c'est essentiellement le type de pousse qu'ils vont développer. Dans ce cas-là, par exemple, vous retrouvez la cicatrice de l'inflorescence, et vous avez ce que l'on appelle œil à cou, c'est-à-dire deux structures ici, qui vont permettre à la plante de continuer à pousser. Et vous pouvez voir rien qu'à la structure des bourgeons là, que ces bourgeons vont passer l'hiver, puisqu'ils ont la structure d'un bourgeon hivernal. Donc, ramification sympodiale, inflorescence terminale, ces relais peuvent eux-mêmes se développer. Ici, vous retrouvez un type de pousse plus vigoureux, ce serait celui-là, par exemple, où vous allez avoir la cicatrice de l'inflorescence terminale, les fleurs sont tombées, et vous avez un relais qui va passer l'hiver, tandis que l'autre est plus vigoureux. Il a donné un bourgeon intra-annuel, vous reconnaissez les mêmes écailles que pour la partie végétative, et là, on entame une deuxième vague de croissance qui va former la deuxième unité de croissance de la pousse annuelle. Alors, si je vous montre ces exemples, c'est pour vous montrer que tout est toujours en mouvement chez une plante et que l'on va observer une évolution de ces structures de pousse annuelle ou des unités de croissance au cours du développement. Ici, chez l'orme du Japon, Zelkova serrata, un arbre de moins d'une dizaine d'années, entre 5 et 10 ans, vous voyez qu'il y a une structure très particulière. Ce qui est important, c'est la structure des pousses annuelles,
à ce stade, elles sont toujours bicycliques, voire tricycliques, voire tétracycliques. Et vous avez ici une première unité de croissance, mort d'apex, très fréquente chez cette espèce, et ensuite le développement des deuxièmes unités de croissance. Ces pousses peuvent atteindre plusieurs dizaines de centimètres sur l'arbre jeune. Si on regarde ici un arbre qui a 100 ans et que l'on regarde la structure des pousses annuelles, vous voyez que c'est très différent. L'échelle n'est pas la même. Chaque année, la plante, lorsqu'elle a atteint cet âge-là, n'émet plus que des pousses monocycliques, c'est-à-dire une seule unité de croissance par an, avec 10 à 15 entre-nœuds, et puis une taille d'une dizaine à une quinzaine de centimètres. Donc vous voyez que tous ces paramètres évoluent fortement. On verra qu'ils n'évoluent pas au hasard plus tard. Très rapidement, parce qu'on n'a pas le temps de détailler, les rapports entre l'allongement et l'organogénèse. Lorsque vous avez une croissance continue, eh bien vous avez en général une organogenèse également continue. Dans certains cas, comme chez les palétuviers en Floride, il a été montré que même si cet allongement est continu, il peut présenter des fluctuations et des vitesses d'allongement plus ou moins importantes. Dans ce même cas, il a été montré que l'organogenèse, du coup, avait le même type de fonctionnement, mais pouvait être légèrement décalée dans le temps. Alors, le fait que l'on puisse avoir une organogenèse décalée par rapport à l'allongement a aussi donné naissance à la notion d'unité de morphogenèse, que je vous signale simplement. Chez l'EVA, par exemple, on a vu que la croissance, du moins l'allongement, s'effectuait en 45 jours à peu près. Eh bien, si l'on regarde à quel moment se forment les organes, on s'aperçoit que le méristème commence son activité juste avant que ne démarre l'allongement, et il va produire les organes qui vont ensuite s'allonger, ce qui fait qu'on a une unité de morphogénèse emboîtée à l'unité d'allongement. Ce phénomène se produit, le coup d'après, on allonge une partie des organes qui a été formée au coup précédent, et on forme les organes qui vont s'allonger, soit pendant la même vague d'allongement, soit dans la suivante. Autre cas, par exemple chez le frêne, mais chez beaucoup d'espèces tempérées, c'est la même chose. Lorsqu'on a la première vague d'allongement qui se met en place, eh bien, on observe que cette vague d'allongement allonge des pièces qui étaient dans le bourgeon, donc qui étaient préformées, mais que l'organogenèse des ébauches qui vont se développer le coup d'après, eh bien, commence en début ou milieu d'allongement. Les organes se forment à l'état d'ébauche, sont inclus dans un bourgeon, et après une phase d'arrêt, eh bien, ce sont ces organes qui vont en fait s'allonger, et le processus, bien sûr, se poursuit d'une fois sur l'autre. Dans le cas de l'allongement rythmique, il a même été montré que l'organogenèse pouvait être continue. C'est le cas du camélia, donc Camellia sinensis, c'est le T, bien entendu, où on a un allongement qui est lui rythmique, mais on a une organogenèse qui est plus ou moins continue, avec des fluctuations. Donc retenez que lorsqu'on parle de croissance rythmique, eh bien on fait un raccourci, on ne parle que de l'allongement, l'organogenèse pouvant avoir sa propre dynamique. Pour terminer, et ensuite on fera une pause, des notions relatives au moment d'initiation des organes allongés. Dans un premier cas, tous les organes qui vont s'allonger sont présents dans le bourgeon, et on parle de préformation ou de pousses entièrement préformées. Dans d'autres cas, eh bien, on a la même chose, mais au lieu que la plante s'arrête, eh bien, elle développe une nouvelle partie qui va allonger des organes en même temps qu'ils sont formés. On parle à ce moment-là d'une plante, d'une pousse qui présente une partie préformée et une partie néoformée. Enfin, dans d'autres cas, eh bien, lorsqu'on dissèque les bourgeons ou qu'on regarde l'apex des tiges, on n'observe pas d'ébauche et la partie qui va s'allonger résulte d'une organogenèse quasi simultanée. Dans ces cas-là, on parle de néoformation seule et de pousses entièrement néoformées. Alors, comment identifier cela? Eh bien, il suffit de regarder une population de bourgeons et de la disséquer avant l'allongement, puis de regarder une population équivalente et homologue
de pousse après l'allongement, on regarde les deux distributions. Si elles sont identiques, eh bien, on a à ce moment-là identifié que les pousses étaient entièrement préformées. Dans d'autres cas, eh bien, on va avoir une pousse préformée qui se développe, ici comme chez le peuplier, une phase en général d'allongement plus faible, et puis des feuilles de nature différente qui sont mises en place. Ici, chez un peuplier, par exemple, vous observez de façon schématique la structure des feuilles de la partie préformée et la structure des feuilles de la partie néoformée, qui sont souvent plus cordiformes et plus grandes. Ces notions de préformation et néoformation sont aussi importantes parce qu'on va pouvoir avoir des fonctionnements différents entre ces deux parties, notamment chez les ormes, par exemple, les inflorescences et donc la fonction reproductrice n'est assurée que par les parties préformées de la plante, tandis que les parties néoformées, elles, vont servir essentiellement à explorer le milieu. Des cas très rares, je vous ai dit, la néoformation, c'est ce que l'on va trouver par exemple à partir de rejets de souches où on va avoir un bourgeon qui a très peu d'ébauches, il en aura sans doute quelques-unes quand même, et qui va ensuite faire de l'organogenèse en même temps qu'il va allonger les organes formés. Vous aurez compris que par exemple l'allongement des parties néoformées correspond un peu à ce qui se passe quand on a une croissance continue où l'organogenèse se fait en même temps que l'allongement.